Allez, cette fois-ci, on prend le temps de parler un peu d'argent. Entre nous, genre. Et démystifier certaines notions. Ouais, faut pas 50 000 € pour commencer à investir. Non, c'est beaucoup moins compliqué que ça. Faut surtout lever le tabou autour de l'argent. Pour encourager les gens à en parler entre amis, en famille, autour de nous, quoi. Bref, on a plein de trucs à raconter. Hello les filles. Hello. Hello. Comment vous allez? Ça va? Très bien. Bien. Prête pour l'épisode d'aujourd'hui? Oui. Donc aujourd'hui, on va parler d'un gros cap dans la vie d'adulte. Acheter son premier appart. Et pour ça, on a Marine qui est avec nous ici. Bonjour. Tu veux bien te présenter un peu? Oui, bien sûr, je m'appelle Marine, j'ai 25 ans et du coup j'ai acheté mon premier appart il y a quelques mois, fin décembre. Waouh, félicitations. Merci. C'est un grand cap, comme je l'ai dit. Et je voulais te demander, est-ce que tu savais déjà depuis longtemps que tu voulais acheter ou alors c'est après des discussions? Parce que je pense que du coup tu as acheté avec ton copain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en code toutes mes années d'études. Quand les études se sont finies, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et mon copain m'a dit, moi, j'ai un peu tout mon confort chez moi. J'ai vraiment un étage, j'ai ma cuisine, etc. Je trouve ça bête de bouger, de pas rester chez moi. Donc, on a décidé de rester tous les deux là, au début de notre carrière, et de mettre de côté pour pouvoir acheter plus tard. Mais c'était pas en soi un objectif que je m'étais fixé avant. C'est juste suite à des discussions. Ok, ça va, merci. On entend souvent maintenant que c'est devenu impossible quasiment d'acheter, surtout quand on est jeune. Et vraiment, on voulait montrer aussi à travers cet épisode qu'on pouvait le faire, mais à condition de bien s'y préparer. Donc, on va d'abord passer par la partie recherche pour nous amener vraiment vers l'achat que vous avez fait. Mm-hmm. Donc, vous avez visité combien de biens avant de vous dire, ok, ça c'est notre coup de cœur, c'est notre appart, quoi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles dans la visite de biens. Il y a ceux qui vont vous dire, franchement, go, va visiter n'importe quoi, même des trucs qui sont pas dans ton budget, qui te plaisent pas parce que ça fait de l'expérience. Moi, je suis plutôt la deuxième école qui est, moi, j'ai été visiter que des biens qui m'intéressaient, et pareil pour mon copain. Donc, en tout, on a dû aller visiter 5 apparts. Okay. Au bout du deuxième, on a déjà fait une offre. Oh wow, ok. Mais les propriétaires ont décidé à la fin de plus le vendre, et puis on a fait l'offre pour notre appart actuel, quoi. Mais donc ça s'est fait relativement vite en soi. Ok, donc au niveau du temps, ça vous a pris quoi, 1 an, 2 ans? Non. On a commencé. En fait, on a concrètement commencé à chercher à aller faire des visites quand on savait qu'on avait l'argent pour acheter. Ok. Je dirais que ça s'est fait en 2 mois, 2 mois et demi. Okay. Des visites et puis c'était parti, quoi. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce à quoi il faut vraiment faire attention en fait quand tu décides d'acheter, surtout un appart en fait. Je pense qu'il y a des différences avec si tu veux acheter une maison ou un appart. Ouais, à quoi il faut vraiment faire attention par rapport à ça? Il y a pas mal de choses. Normalement, en fait, quand vous allez visiter un appart, l'agent immobilier vous transfère déjà une série de documents qui sont en fait obligatoires pour si la vente doit s'effectuer au final. C'est genre les PV d'assemblée générale, les renseignements urbanistiques, les plans électriques de l'appartement, est-ce qu'il est situé... Pour expliquer un petit peu, une assemblée générale, c'est dans le cadre d'une copropriété. Donc quand on achète un appartement, on est aussi copropriétaire de l'immeuble, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec les autres propriétaires. Mm-hmm. Et donc, c'est ce qu'on appelle une assemblée générale. C'est genre des gens qui se réunissent tous les X temps pour discuter des gros travaux ou des gros changements à faire dans la copro, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et pourquoi c'est super important? Parce que en fait, normalement, dans ces PV d'assemblée générale sont mentionnés, comme Clotilde vient de le dire, tous les travaux prévus ou à prévoir. Et à partir du moment, imaginons, vous achetez votre appartement en 2025. En 2026, l'Assemblée générale avait décidé, même avant que vous soyez propriétaire, de refaire la façade. Okay. À partir du moment où vous allez signer l'acte de votre appartement, les frais, ils vont vous être imputés à vous, quoi. Donc, faut faire super attention. Et j'ai une collègue à qui c'est arrivé. Donc, vraiment, et on parle de plusieurs centaines d'euros par mois à devoir rajouter pour cotiser, pour pouvoir ensuite effectuer les travaux. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut faire attention. Parce que t'as plus ton mot à dire en fait. Ah non, en fait t'es censé l'avoir vu. Ouais. T'es le propriétaire, donc c'est plus. Eux ils vont venir toquer à ta porte et dire en fait on refait la toiture, faut donner 500 € par mois en plus et toi t'es là j'étais pas au courant. Et par exemple ce document on parle de combien de pages je sais pas si toi d'expérience t'en as vu plusieurs. Ouais, alors en fait ça dépend. Ça va dépendre. Déjà de à quelle fréquence ils vont faire les assemblées générales, aussi du nombre de copropriétaires. Moi par exemple, là l'appartement que j'ai acheté, c'est une toute petite copropriété, il y a 3 appartements et ils se réunissent
même pas chaque année en soi, parce s'il y a pas de points à discuter, ils se réunissent pas. Mais sinon, ça peut être plusieurs pages où vraiment, en gros, tous les commentaires des différents copropriétaires sont mentionnés. Mais en soi, c'est pas si lourd à lire, je trouve, et c'est surtout super important, quoi. Donc, je conseille vraiment de faire ça. Ok, super intéressant, merci Marine. Et du coup, quand on se dit, ok, je veux cet appart, ça se passe comment concrètement? Ouais. Je sais tu t'as parlé tout à l'heure de mettre une option, etc. Enfin, ça veut dire quoi et c'est quoi les étapes en fait? Ouais. Alors, je tiens à préciser, disclaimer, je suis pas une professionnelle. Je vais parler avec mon expérience et ce que j'ai cru comprendre suite à mes recherches, mais effectivement. T'as plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux soit mettre l'appartement sous option ou soit faire une offre. En gros, l'appartement sous option, c'est dire au propriétaire, écoute, ton appartement, il m'intéresse, mais j'ai encore besoin d'y réfléchir, disons. Est-ce que tu acceptes de me le réserver pendant 1 semaine, 2 semaines, peu importe. Et oui, juste tu me le réserves et tu le vends pas à quelqu'un d'autre. Donc en fait, quand vous demandez de mettre un bien sous option, ça ne vous engage pas envers le propriétaire. Par contre, le propriétaire peut vous demander si vous n'achetez pas le bien au final, de l'indemniser. Parce qu'il va dire, écoutez, moi j'ai mis pendant 1 semaine le bien en pause, il aurait pu être vendu à quelqu'un d'autre. Si vous l'achetez pas au final, vous devez me donner X somme d'euros. Mais ça vous engage pas, quoi. Vous pouvez vous dire à la fin, ok, je l'achète pas et c'est tout. Et puis il y a donc faire une offre. La différence, c'est que là, pour le coup, ça vous engage vraiment envers le propriétaire. Donc tant que l'offre n'a pas été explicitement refusée, vous êtes techniquement tenu d'acheter l'appartement. Donc c'est aussi une chose importante à dire, c'est qu'il faut faire attention de pas s'éparpiller et de pas multiplier les offres si on n'est pas capable d'assumer derrière que en fait c'est quelque chose qui nous engage. Oui, exactement. Et nous, ce qu'on a fait du coup avec mon copain, c'est que sur notre offre, on a mis une deadline en disant ok, notre offre elle est valable 48 heures, parce qu'en fait en faisant ça, le propriétaire sait qu'après 48 heures, nous on s'est en gros retiré de la vente, notre offre n'est plus valable et donc nous ça nous bloque pas à faire, de faire des offres pour d'autres biens, quoi. Du coup là il y a pas d'indemnité, quoi. C'est pas une option, c'est vraiment une offre et donc tu t'engages à acheter ce bien si le proprio se dit ok, c'est pour vous. Ouais, si le proprio contresigne l'offre, c'est pour vous. Et du coup, quand l'offre a été acceptée, qu'est-ce qui est venu après? Parce que je sais qu'il y a une série de documents à faire signer, le notaire, la banque, tu vois, je sais pas si tu peux nous expliquer un peu le processus à partir du moment où l'offre a été acceptée. Alors, une fois que l'offre a été acceptée, parfois sur l'offre, vous devez mentionner en fait chez quel notaire vous allez aller, etc. Nous, par exemple, c'est ce qu'on a eu. Donc, une fois que l'offre est acceptée, il faut trouver un notaire et en fait, vous transférez votre offre contresignée et vous dites au notaire, ben voilà, en fait, j'ai fait une offre pour mon premier bien et j'aimerais que vous vous occupiez du dossier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce notaire va se mettre en contact avec le notaire de la partie dite vendresse, donc le propriétaire actuel, et ils vont ensemble commencer à rédiger le compromis de vente. Donc ça prend quelques semaines. Ils vont en fait aussi faire en sorte que donc tout soit complet, que tous les documents nécessaires aient été reçus. Ils vont aussi donc vous l'envoyer. Vous allez pouvoir approuver ou désapprouver certaines parties si vous n'êtes pas d'accord, etc. Et une fois que vous avez une date pour la signature du compromis et que vous signez le compromis, là on est vraiment sur un engagement mutuel entre le propriétaire et donc les futurs propriétaires. Et par contre, là, si une des deux parties veut se retirer de la vente, elle doit indemniser la seconde. Ouais, ça j'imagine bien. Et là, je peux donner un ordre de grandeur. Nous, personnellement, si on se retirait de la vente, on devait donner 10% du prix de l'appartement. Oh wow. Et à l'inverse, si la propriétaire se retirait de la vente, elle nous versait 10% du prix de l'appartement. Ok. Ça, c'est quelque chose c'est un barème qui a été mis par vos notaires. Ouais, c'était noté dans le compromis, c'est ça. Donc, je pense qu'il peut y avoir des arrangements à l'amiable qui sont faits, mais en tout cas, nous, dans notre compromis, c'était ce qui était mentionné, quoi. Et donc, en fait, le compromis, donc, c'est vraiment un engagement mutuel. Vous vous engagez à acheter donc le bien et si pas, il va y avoir une indemnité qui va être versée. Et le dernier document qui fait vraiment de vous les propriétaires, c'est l'acte authentique de vente. Et là, c'est vraiment à partir de ce jour-là, quand vous allez chez le notaire et que vous signez l'appartement, la maison, peu importe, c'est à vous, quoi. Et à partir de ce moment-là, tous les frais qui sont relatifs à l'appartement sont aussi à vous. Ok. Donc important à noter aussi. Et quel est le délai entre un compromis et un acte? Enfin, vous, c'était quoi le délai? Nous, ça a été 2 mois.
Après, ça peut être plus ou moins rapide. En soi, ça va dépendre de la collaboration entre les notaires. Je sais que ça va dépendre aussi au niveau de votre offre, des clauses suspensives que vous avez mis. Si vous avez mis une clause suspensive d'obtention de crédit, vous avez un délai plus strict pour trouver une banque, par exemple, qui va vous accorder le crédit, etc. Ça va dépendre un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, le full process prend en moyenne 4 à 6 mois entre l'offre acceptée, enfin l'acceptation de l'offre et l'acte. Et du coup, après avoir signé cet acte de vente, est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises, des choses auxquelles vous vous attendiez pas Pas de vraies grosses mauvaises surprises, mais des petites choses où on s'est dit « Ah, ça, on l'a pas vu pendant les visites ». Et en vrai, c'est compliqué pendant les visites parce que souvent, il y a plusieurs personnes qui visitent en même temps, ou juste c'est très court une visite et c'est possible de tout voir, mais nous, pour le coup, on n'avait pas forcément fait attention à tout. Les locataires étaient dans l'appartement quand on a été visité, donc on avait aussi pas trop envie de déranger, etc. Donc quand on a été la première fois dans l'appartement, on s'est dit « Ah, ça, on l'avait pas vu ». Après, il faut savoir que les vices cachés, c'est très compliqué à prouver. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Parfois, il y a des choses qu'on voit pas, mais c'était pas non plus un truc dramatique, touchons du bois. Après, on commence des travaux bientôt. Donc, en vrai, je vous donnerai un update s'il y a des trucs bizarres dans l'appart. Je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, je suis pas au courant. Ok, ça va. Bon, on espère du coup que ça va rester comme ça et qu'il y aura pas de plus grosses mauvaises surprises, on va dire. Du coup, là, je pense que ce serait bien de parler un peu du financement, en fait, parce qu'on n'a pas abordé ce sujet-là. Mais du coup, quand vous êtes mis d'accord sur le type de bien, le budget, etc., quelles ont été après les étapes concernant le financement, donc les rendez-vous à la banque, à quel taux, à combien de pourcents vous avez emprunté, enfin voilà. Alors, avant de commencer nos recherches, on voulait savoir effectivement, c'est quoi notre capacité d'emprunt. Donc, on a pris rendez-vous avec plusieurs banques, on leur a expliqué voilà, ça c'est ce qu'on gagne, etc. Et on a eu une idée de notre budget maximum. Donc ça même avant que vous entamiez les recherches. Avant qu'on commence les recherches, parce qu'on voulait déjà filtrer les biens qui nous intéressaient ou non, ou qui étaient hors budget. Puis, une fois qu'on a eu ce budget, on était assez étonnés. En soi, les banques vous suivent parfois jusque assez loin, mais nous on s'est dit ok, c'est notre premier achat, c'est pas le bien de notre vie, on veut pas se mettre la corde au cou, on veut quand même pouvoir vivre même après avoir acheté. Donc on s'est dit ok, ça c'est le budget maximum qu'on se fixe. On a fait une offre, on a eu l'appartement et ensuite après c'est le même process qui recommence, sauf que cette fois-ci vous allez contacter les banques mais avec votre offre en leur disant voilà l'offre que j'ai reçue, je cherche un financement, qu'est-ce qui se passe? Et là les questions basiques qu'ils vont vous poser c'est ok, déjà salaire, les 3 dernières fiches de salaire. Net net, oui, mais ils prennent en compte certaines choses comme en fait c'est simple, ce qu'ils prennent en compte c'est tout ce qu'ils peuvent vous saisir sur votre salaire. Donc, ils vont rajouter, ils vont rajouter une centaine d'euros pour la voiture de société, ils vont rajouter une centaine d'euros pour les chèques repas. Nous, par exemple, on a un truc dans notre entreprise qui est le budget mobilité. Ça, ils nous ont dit, en vrai, c'est même pas nécessaire de spécialement le compter, donc on va pas le compter. Mais là, ils étaient un peu en mode, ah non, ça pour nous, c'est encore un peu trop nouveau. Alors que c'est quand même une belle somme de différence. Ils étaient en mode non. Surtout que ce budget mobilité, généralement dans les boîtes, tu peux aussi l'utiliser pour financer un crédit. Ah oui, tu l'as sur ton compte. Hein. Ouais, mais ils étaient un peu en mode, ok. En fait, l'argument, c'était si vous manquez de l'argent et qu'on devait un peu pousser le dossier, on l'aurait compté, mais là, on va pas le compter. Par exemple aussi, moi, ce que je fais, et d'ailleurs mon copain aussi, c'est qu'on investit une certaine partie de notre salaire dans des actions de notre entreprise. Mais donc, ça, c'est quelque chose qu'en soi, on peut arrêter quand on veut. Et on leur a expliqué, cette somme, en vrai, on peut la récupérer. Et ça, pareil, ils nous ont dit non, nous, ça nous intéresse pas que vous ayez X% de votre salaire. Nous, on regarde ce qu'il y a quand tu touches ton salaire, qu'est-ce qu'il y a sur ta fiche de paie. C'est tout ce qui nous intéresse. Et oui, du coup, après, ils vont vous demander combien vous avez de fonds propres. Et en fonction de ça, vous allez savoir si vous pouvez emprunter à 100%, 90%, 80%, etc. Ça va dépendre un peu de la situation de chacun. Et concernant, donc, tu nous as parlé un peu que tu allais faire des travaux. Est-ce que vous avez emprunté aussi pour ces travaux-là? C'est sur nos fonds propres. Ok. En soi, en fait, quand on a acheté, notre courtier nous a dit, en fait, on a posé la question à notre courtier, ok, il nous reste des fonds propres. Est-ce que on se dit qu'on les met dans le crédit ou
est-ce qu'on emprunte pour les travaux? Et il nous a dit, écoutez, non, vos fonds propres, vous les gardez. C'est plus intéressant pour vos travaux. Si vous empruntez en plus pour vos travaux, ce que ça fait, c'est que ça augmente vos mensualités. Ouais, c'est ça. Et puis, pareil même si on n'empruntait pas pour les travaux, on s'est dit, si on injectait ces fonds propres additionnels. Mais il faut savoir qu'en fait, les paliers dans les banques sont vachement stricts. C'est-à-dire que nous, par exemple, on empruntait à 90%. Même si on injectait encore ce qui nous restait de fonds propres, c'est pas qu'on allait avoir le taux des 80%. En fait, le taux allait rester exactement pareil. Donc, il nous a dit, honnêtement, gardez cet argent pour vous, quoi. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et vous avez demandé à combien de banques avant de décider vers laquelle aller et est-ce que vous avez négocié en fait les taux ou vous avez juste dit ok on prend le taux le moins cher et c'est tout? Ouais, donc en fait c'est simple, on a essayé de demander à toutes les banques qu'on avait en tête. Ensuite, donc elles sont toutes revenues vers nous, soit en disant ok on prend un rendez-vous en agence, soit rendez-vous téléphonique, soit rendez-vous visio. Évidemment, le premier taux que la première banque va vous donner, vous savez pas trop, vous savez pas le négocier, vous savez pas. Mais en fait, après, très vite, dès que vous en avez un second, en fait, ce qui se passe, c'est que juste lors de l'entretien, vous dites j'ai eu un tel taux dans une telle banque. Personnellement, ils nous ont pas demandé de preuves. Par contre, c'est arrivé des entretiens où ils nous ont dit direct, on peut pas, on vous dit, on va économiser le temps de chacun, on peut pas descendre, donc voilà. Ils peuvent pas s'aligner, quoi. Ils peuvent pas s'aligner, et on a eu vraiment nous une banque qui a fait un taux bien inférieur aux autres, et honnêtement, aucun a su s'aligner, quoi. Ça se rapprochait, mais c'était pas aussi bas, donc on a dit ok, on a été. Donc ça vaut la peine d'aller frapper à plusieurs portes. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et clairement, le premier taux que les banques vont vous annoncer, c'est clairement pas leur taux définitif. Et ça c'est fou. Et alors ils ont un peu ce truc de attendez, je vais envoyer vos dossiers au siège ou je sais pas. Ils font des trucs un peu. Et t'es là, ouais, ok. Tu vas juste t'asseoir derrière ton bureau et te dire ça passe ou ça passe pas. C'est ça. Petit rappel à notre épisode où on avait dit que les femmes, il fallait qu'elles négocient un peu plus leur salaire. Négocier aussi votre prêt immobilier. Exactement. C'est ça. Est-ce que du coup les banques étaient assez réticentes parce que vous étiez jeune ou alors ils faisaient pas attention à ça? Ah non, les banques elles sont très contentes. Au plus vous êtes jeune, au plus ça les arrange. Faut déjà savoir que nous, en tout cas chez le courtier chez qui on est allé, on a eu encore une réduction de taux parce qu'on avait moins de 30 ans. Ok. Et en fait, la banque, ce qui l'intéresse, c'est d'être sûr qu'au final, elle va être payée. Donc, si vous contractez un emprunt sur 25 ans à 60 ans, elle se dit, il y aura 85 ans, on n'est pas sûr. Au plus vous êtes jeune, au plus elle se dit, ok, j'ai plus de chances de récupérer mon argent. Donc, pour ça, aucune réticence. Et à deux, c'est surtout plus facile, en fait, parce que, il y a plus de revenus, etc. Mais sinon, oui, à part ça, pas de remarques particulières par rapport à la situation. Juste, ok, c'est très bien, en soi, rien à signaler, quoi. Est-ce que vous avez tenu compte du contexte actuel et des hausses et des montées de taux lors de votre recherche, ou vous avez pas du tout tenu compte de ça et vous y êtes allé quand vous vous sentiez prêt et que vous aviez l'apport nécessaire? Non, on en a tenu compte. Évidemment, à un moment, on s'est dit, ok, là, les taux vont baisser, c'est le meilleur moment, etc. Par contre, ce que notre courtier a aussi fait, qui est du coup, je pense, possible dans toutes les banques, c'est qu'en fait, quand on a validé notre contrat, on savait que les taux allaient potentiellement encore baisser. Nous, il nous a dit, écoutez, toutes les semaines, je vais vous envoyer l'évolution des taux et on bloquera au plus bas, quoi. Et en gros, toutes les semaines, on lui envoyait un petit email. Hello, les taux, qu'est-ce que ça dit? Ah, ça a encore baissé de X. Ok, donc on attend encore jusqu'à la semaine prochaine. Et puis à un moment, comme on se rapprochait de la date de notre acte authentique, là, il fallait être sûr que évidemment on avait notre crédit, on a bloqué. Mais donc, on a tenu compte de ça. On s'est dit, là, c'est intéressant, essayons encore de le tirer au maximum. Donc, ouais. Et la banque vous a conseillé un taux fixe ou un taux variable? C'était un taux fixe. Ok. Honnêtement, je sais plus te dire si c'est la banque qui nous a conseillé ou si c'est nous qui sommes partis sur un taux fixe de nous-mêmes, quoi, d'initiative. Je sais plus du tout, par contre. Parce que moi, j'ai eu un rendez-vous avec une banque et j'ai aller poser la question, voir un peu les possibilités qui s'offraient à moi. Et elle m'a vraiment conseillé de prendre un taux fixe, quoi. Donc après, voilà, j'ai été voir une seule banque, donc c'est peut-être pas le positionnement de toutes les banques, mais c'est pour ça que je me posais la question. Ça dépend du contexte actuel aussi. Il y a des contextes qui sont plus favorables à certaines formules, mais donc ça, il faut quand même bien se renseigner pour voir dans quel contexte on est, parce que tout dépend aussi de l'économie générale, de comment ça se passe. C'est comme ça que sont calculés les taux d'emprunt. Donc, en fonction du contexte économique, une formule ou l'autre sera quand même plus adaptée.
Et du coup, maintenant que vous avez acheté, est-ce que vous vous sentez un peu plus libre ou plus stressé? Enfin, comment vous vous sentez, genre, émotionnellement parlant? Plus libre, je sais pas. Après, c'est vrai que là, moi, ça va être la première fois où j'ai vraiment mon chez-moi. J'ai vécu chez mes parents, puis j'étais en cote universitaire, puis là, du coup, je suis chez mon copain. Donc, peut-être une liberté de ce côté-là, de me dire, OK, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Après, à part ça, en vrai, je sais pas si je réalise encore. Là, pour l'instant, comme j'y vis pas encore dans l'appartement, même quand j'y vais, j'ai l'impression que je suis dans un Airbnb, genre je suis rentrée par effraction chez quelqu'un. Je réalise toujours pas que c'est mon appart. Du coup, ouais, peut-être que ça va venir par après, mais enfin honnêtement, même quand on a signé, on était juste en mode OK, c'est fait. Genre OK, on est propriétaire, mais ça c'est pas que ça change non plus. Ça va changer quand vous allez vraiment être Je pense dedans, que là, on va le sentir, ouais. et tout. Ne serait-ce que plus de liberté dans recevoir les gens, juste faire ce que tu veux de ton chez toi, quoi. Ça, OK, mais à part ça, je me sens plus ou moins à la même. Et au niveau de votre niveau de vie, vos dépenses quotidiennes, etc., est-ce que vous faites plus attention ou est-ce que ça n'a pas vraiment changé votre manière de dépenser? Concrètement, on est plus riche qu'avant. Parce que, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, là, donc, notre mensualité qu'on paye à 2, c'est moins que ce que je mettais toute seule de côté par mois. Donc, je mettais tellement d'argent de côté et mon copain aussi que vraiment on avait, je vais pas exagérer, c'est pas qu'on n'avait pas grand chose pour vivre, mais on faisait vraiment attention. Maintenant, en soi, cet argent, comme on le met plus de côté pour un appartement, il est disponible. Après, on a tellement pris le pli de mettre pas mal d'argent de côté que cet argent, en fait, est juste mis autrement et on varie un peu maintenant nos investissements et mis de côté pour, par exemple, des voyages. Donc, en soi, ressenti plus ou moins similaire, mais concrètement, officiellement, ressenti plus riche que ce que j'étais avant d'acheter. Ouais. Donc c'est un peu une capacité d'épargne qui va se libérer vu que vos dépenses vont peut-être pas drastiquement augmenter. Enfin peut-être au début maintenant vu qu'évidemment il y a beaucoup de frais d'emménagement aussi qui sont conséquents. Et une fois que vous aurez passé ce cap-là, c'est aussi une épargne qui va se libérer finalement. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qui s'est passé déjà. On varie juste, ça va plus uniquement pour l'appartement, mais ça va dans d'autres choses, donc c'est chouette aussi. Je me disais, c'est aussi compliqué parce que quand t'emménages, pour le coup, toi t'as emménagé dans un appartement vide. En fait, il faut meubler cet appartement. Et là, on se rend compte que acheter des meubles, moi je sais parce que je suis locataire depuis un petit temps, donc j'ai aussi dû meubler mon appartement. Et en fait, acheter des meubles, c'est aussi tout un budget, donc c'est aussi quelque chose que vous avez préparé en amont. Alors oui. C'est quelque chose qu'on avait préparé en amont. Effectivement, on avait un budget donc pour nos travaux, pour notre emménagement. Mais alors, les prix des trucs, on était choqués. Déjà, les prix des travaux. Moi, j'étais en mode, mais attends, mais je vais casser les murs moi-même, tu vois. Il y a pas de souci. je vais carreler. Il y a pas de problème. Je vais voir un tuto YouTube. J'ai vraiment remis ma vie en question. Je me suis dit, ça, je fais moi. Je vais faire moi. Et puis bon, on a trouvé un entre-deux. Et le prix des meubles. Non. Le prix des chaises de salle à manger. Les chaises, c'est super cher. Mais moi, je comprends pas. Une chaise. Mais pourquoi c'est si cher? T'as une chaise en plus. Non, c'est pas suffisant. Faut en acheter 6. Il faut en acheter 6. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, effectivement, ça, c'est à prendre en compte. Après, vous n'êtes pas obligé de tout meubler tout de suite, hein. Oui. Vous pouvez vous dire que vous achetez 2-3 trucs au début et puis voilà. Et puis aussi utiliser tout ce qui est deuxième main, marketplace et tout. Je conseille de ouf. Vous pouvez trouver de vraiment chouettes trucs hyper intéressants parce que clairement, ça c'est un budget. Ça c'était vénère quand même. Donc ça aussi, on peut dire, faites attention à aussi compter les meubles dans votre emménagement. Si vous déménagez des meubles, déménager et faire venir des déménageurs, un lift et tout, ça a aussi un prix. Donc ouais, c'est aussi à prendre en compte quand on calcule un peu tous ces budgets-là. Il y a tellement de choses à prendre en compte en fait. Marine, tu nous feras une liste de ce que tu veux pour ta pendaison de crémaillère. Peut-être ça pourra t'enlever des choses. Ça va, écoute, je vais y penser. Et du coup, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'achat immobilier, dans l'investissement immobilier? En vrai, j'en ai plusieurs. Ce que je dirais, c'est, bon, déjà, l'information, elle est accessible. Vous pouvez aller sur des sites comme notaire.be qui vont vraiment vous répertorier quelles sont les différentes étapes, quels sont les documents nécessaires aux différentes étapes, etc. Donc, bien vous informer. Si possible, vous faire accompagner par des personnes qui sont déjà passées par là et qui vont pouvoir vous dire, voilà, ça ce sont les choses auxquelles moi je ferai attention ou pas. Et un petit conseil personnel, je dirais, mais sur la recherche
d'un appartement, par exemple, ou d'une maison, il y a des points quand vous allez acheter que vous allez jamais pouvoir changer. Du genre, là où votre bien il est situé et genre son exposition. Et je dis toujours, vous laissez pas avoir par des appartements ou des maisons où la déco c'est fancy, vous êtes en mode je m'y projette trop bien. Tenez en compte qu'une fois que l'appartement sera vide, il y a des choses que vous pourrez pas changer et s'il est dans un quartier qui vous plaisait pas de base, vous allez pas pouvoir changer. S'il fait noir à 8h du matin, c'est quelque chose que vous allez jamais pouvoir changer. Donc je dis toujours, vous laissez pas trop avoir par un appartement dont la décoration vous parle, et à l'inverse, même si la déco vous parle pas, essayez de vous projeter un petit peu et de vous dire qu'il y a peut-être moyen de faire des chouettes trucs, quoi. Et du coup, après avoir entendu Marine parler de son parcours, Chloé, toi, est-ce que ça te chauffe d'acheter ou pas? Moi, je suis je suis un peu dans un processus où je me renseigne beaucoup. J'ai eu des positions un petit peu variées parce que d'un côté, je voulais pas acheter un appartement parce que je trouvais ça très illiquide et très compliqué. Maintenant, mon discours a un petit peu évolué dans le sens où je me projette un peu plus dans la ville dans laquelle je vis qu'auparavant, et donc je me sens prête à commencer les démarches pour acheter. Donc là, j'ai déjà commencé à discuter aussi un peu avec des banques de ce que je pourrais avoir et de quel taux serait disponible, et voilà, je commence doucement à me renseigner. Et toi, du coup? Moi aussi, écoute, j'ai commencé à m'y intéresser à partir du moment où j'ai vu que j'avais quand même que j'arrivais à mettre une épargne de côté assez conséquente, parce que c'est vrai que quand tu débutes, donc moi ça fait 1 an et demi que je travaille, donc allez, tu sais pas mettre des sommes astronomiques de côté non plus, mais j'ai la chance d'être encore chez mes parents, donc je peux quand même bien économiser. Maintenant que j'ai un peu plus d'argent de côté, je peux me dire ok, je peux aller commencer à démarcher un peu vers les banques, regarder un peu les appartes. Et pour un investissement ou pour une résidence principale? Pour une résidence principale. C'est assez culturel aussi chez moi et très ancré dès le début. C'est que il faut acheter un bien immobilier pour être en sécurité, on va dire, dans ta vie. Donc c'est vrai que c'est un discours qui est très ancré aussi chez moi, et j'avoue que j'arrive pas trop à m'en détacher et que du coup ce serait un grand accomplissement pour moi aussi d'acheter un appart. Mais bon, tout doucement, je regarde aussi les marchés, si les taux descendent, etc. Donc voilà. Je rebondis juste sur ce que tu as dit parce que je sais que moi j'ai déjà eu ce discours où je voulais pas acheter d'appartement parce que c'était pas liquide et j'avais pas les fonds, etc. Moi de mon côté j'ai eu une partie, une ouverture du côté de ma famille pour m'aider dans mon apport, et je pense que c'est aussi important de mentionner que c'est pas avec 2 ans d'épargne en travaillant qu'on arrive à se faire un apport. Un apport, c'est quand même conséquent, surtout si on achète seul. C'est quand même des grosses responsabilités. Donc, il faut pas non plus négliger que la situation d'une personne qui achète seule ou en couple, c'est très différent, ou qui achète seule avec un support de sa famille ou de proches, c'est aussi des situations qui sont très différentes. Donc, ne vous sentez pas en retard si vous nous écoutez, parce que chacun sa situation et on connaît pas d'où vient l'apport des gens. Oui, exactement. Exactement. Et puis, voilà, comme a dit Clotilde, c'est chacun sa situation. Exactement. Et il n'y a pas de t'es en retard ou trop à l'avance, etc. C'est vraiment à ton rythme, et de toute manière, il y a d'autres types d'investissements, et ça, on en parle, et il n'y a pas que l'immobilier, donc voilà. Non, clairement. 100% d'accord avec ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Bon, il y a encore beaucoup de choses à aborder, je pense, autour de l'immobilier et d'acheter, etc. Merci beaucoup, Marine, d'être venue aujourd'hui et nous expliquer tout ça. Merci à vous. Et merci à toi, Chloé, aussi, d'avoir participé. Salut. Salut.